Comme il est 14h et 1h30, ça va passer très très vite. Je ne souhaite pas perdre du temps. On ne va pas faire le quart d'heure académique d'habitude. Commencer tout de suite. J'ai l'honneur et le plaisir d'être le modérateur de cette session. Et je suis très content de vous voir. Bienvenue et merci d'être là. Je pense que c'est un encouragement pour nous que vous êtes présents si nombreux. Mais nous allons nous présenter en ordre alphabétique par nos noms de famille. Donc, Catherine, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, Catherine Brosse, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et chercheur affilié à l'IRD Dial. Et je travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur plusieurs aspects de la société indienne et de l'économie indienne. Guillaume. Bonjour, d'abord merci pour l'invitation et merci à tous d'être venus. Mon nom est Guillaume Cassan, je suis professeur à l'université de Namur et je travaille également essentiellement sur l'Inde et sur les questions sociétales en Inde et j'ai beaucoup travaillé notamment sur le système de caste et sur les inégalités de genre en Inde. Merci Guillaume, donc c'est à moi de me présenter. Je suis donc le modérateur de cette session. Je suis Basudeb Chaudhuri du département d'économie et de gestion de l'université de Caen, actuellement en détachement au ministère de l'enseignement supérieur, recherche et innovation, où je suis dans l'unité qui s'occupe de la programmation des sciences sociales et des humanités, programmation et financement, sur le plan de la France et aussi sur le plan européen. Voilà. Et je suis un économiste de développement par formation et par mon travail. Voilà. Lorraine, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Lorraine Kennedy, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis rattachée à un laboratoire qui s'appelle le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, qui est à l'UHESS à Paris. Mes recherches actuelles portent sur les politiques urbaines en Inde et aussi le rôle des grandes villes comme moteur de l'économie. Merci. Jules. Bonjour, je suis Jules Naudet, chercheur en sociologie au CNRS, également affilié au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Mes recherches portent sur la question de la mobilité sociale, sur les castes et aussi sur les élites économiques et politiques et le lien entre sociabilité et pouvoir. Et je suis par ailleurs aussi rédacteur en chef de La Vie des idées, une revue d'actualité des sciences sociales dans laquelle on a publié pas mal de papiers sur l'Inde. Merci beaucoup, Jules. Voilà, donc vous connaissez maintenant les intervenants. Je vais très rapidement, vraiment très rapidement, juste dire quelques mots de début ou d'introduction pour, si vous permettez un anglicisme, pour flaguer les sujets qui vont être discutés. Dans le contexte actuel où un gouvernement de la droite nationaliste hindoue a gagné la dernière élection générale en Inde par une très grande majorité écrasante, dans ce contexte où à peu près tous les grands variables économiques ou les grands indicateurs économiques étaient dans le rouge, il y a des questions qui se posent sur l'économie, mais aussi sur la politique et la société indienne. Bien évidemment, il y a le problème de l'entassement de la croissance que l'Inde partage avec la Chine, l'évolution de la pauvreté, des inégalités, des problèmes avec la productivité et les marchés du travail, si j'ose dire. Ensuite, bien évidemment, il y a la grande question qui intéresse beaucoup en France, je pense, non seulement les spécialistes de la question, mais aussi bien au-delà, de discrimination de genre, discrimination de caste, discrimination et conflit du point de vue religieux. Donc, toutes ces questions arrivent aussi et qui influent sur l'économie et sur la politique. Il y a les grandes questions du contexte fédéral qui façonnent beaucoup la façon dont évolue l'Inde, la tension entre centralisation et décentralisation dont Lorraine Kennedy va parler. Voilà, c'est ça. Et donc, pour dire qu'on est pleinement dans l'économie politique, c'est-à-dire la question de l'économie de l'Inde est vraiment très encadrée par la politique et la sociale, et ce que tous les intervenants de ce panel qui ont une longue expérience de travail sur l'Inde vont soulever. Voilà, donc j'ai terminé ce que j'allais dire. Juste une remarque, ne vous étonnez pas un certain ton de
familiarité entre nous sur le panel parce que nous nous connaissons depuis longtemps, certains d'entre nous depuis très longtemps. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Et maintenant, Catherine, c'est à toi. Tu es partie pour 10 minutes. OK, merci beaucoup, Basudeb. Alors, un point que je voulais aborder en fait sur ce thème du nouveau modèle de développement de l'Inde, c'est l'effet que va avoir sur l'économie indienne sa transition démographique, qui, comme tout le monde sait, est assez impressionnante. Et notamment, parler de ce que les économistes et les démographes nous appelons le dividende démographique. Donc le dividende démographique, c'est l'idée selon laquelle une arrivée massive de jeunes actifs sur le marché du travail est favorable à l'économie. Il y a une idée de dividende, donc ça veut dire qu'il y a des gains économiques liés à l'arrivée de jeunes actifs sur le marché du travail. Et ces gains sont liés au fait que le ratio de dépendance, qui est le nombre d'inactifs par rapport au nombre d'actifs, tend à baisser largement et donc à dégager des ressources pour la croissance économique au travers de l'investissement et de l'épargne. Et donc en Inde, effectivement, là, elle est en pleine transition démographique et le ratio de dépendance a très largement baissé puisqu'il était dans les années 60 de 80% et maintenant de 50%. Et dans Chine, par exemple, à titre de comparaison, qui est un pays qui arrive en phase terminale de sa transition démographique, il est de 40%. Donc c'est pour ça qu'on parle de dividende démographique, parce qu'il y a l'idée en fait que l'arrivée dans la population active d'un grand nombre de jeunes permet donc de faire baisser ce ratio de dépendance et aussi de répartir le coût des inactifs sur une plus grande quantité d'actifs. Donc c'est pour ça qu'on parle de dividende démographique. Et effectivement, c'est ce qui avait été constaté dans les pays d'Asie de l'Est, puisque cette fin de transition démographique s'était accompagnée d'une très forte croissance. Et on a estimé que ce dividende démographique, cette transition démographique, avait contribué à hauteur de 1 à 2% de points de croissance. Alors, dans le cas de l'Inde, les chiffres font toujours assez frémir. Effectivement, en Inde, on estime que sur les 10 prochaines années, il va y avoir l'arrivée sur le marché du travail tous les ans de 12 millions d'individus. Ça veut dire que l'Inde va devoir créer à peu près 1 million d'emplois par mois pendant 10 ans. Ce qui est assez impressionnant et assez énorme, puisqu'en fait, pour qu'il y ait un dividende démographique avec cette arrivée de jeunes, il faut que ces jeunes soient employés. Il faut qu'ils arrivent dans la population active et qu'ils trouvent des emplois. Parce qu'en fait, la transition démographique peut aussi s'accompagner, non pas d'un dividende, mais d'un cauchemar démographique. On a vu ça dans les pays d'Amérique latine dans les années 80, dans les pays du Maghreb dans une certaine mesure, où la transition démographique a donné lieu à l'arrivée de jeunes sur le marché du travail qui n'ont pas trouvé d'emploi, et qui ont été largement, et ce phénomène a largement été pointé du doigt comme un facteur qui a favorisé les printemps arabes. Donc en fait, il faut que l'Inde arrive à absorber ces nouveaux entrants sur le marché du travail, et ça peut se faire sous deux conditions. La première, c'est si ces jeunes sont correctement qualifiés, c'est-à-dire si les qualifications qu'ils offrent sont en adéquation avec les qualifications qui sont demandées par les entreprises. Ça, c'est le premier point qu'on va voir ensemble. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que la croissance indienne contribue à la création d'emplois. D'accord ? Donc pour ce qui est du premier point, qui est sur la qualification. Si on regarde la structure de la population active en Inde actuellement, on a à peu près 30% d'individus qui sont illettrés. Là-dessus, il faut rajouter 24% d'individus dont le niveau d'éducation est à peu près inférieur ou égal au primaire. Donc on a 54% de la population qui est faiblement éduquée. De l'autre côté du spectre, on a 10% de diplômés du supérieur. Et entre les deux, on a une espèce de milieu donc qui a un niveau d'éducation entre le primaire et entre l'universitaire qui est à peu près de l'ordre de 40%. Alors, c'est énormément d'individus qui sont peu éduqués. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une spécificité de l'Inde, ça reflète en fait sa structure, mais une spécificité de l'Inde qui est que le secteur primaire représente 14% du PIB, mais emploie 58% de la population active. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que sur ces 40%, donc, il y a un niveau d'éducation entre le primaire et l'universitaire, non compris. Encore faut-il, pour que ces individus puissent trouver des emplois, encore faut-il qu'ils soient correctement qualifiés. Or, ce niveau d'éducation appelle surtout des qualifications d'ordre technique. Et ce qu'on voit, c'est que dans la population active, seulement 2% de cette population active a reçu une formation professionnelle, ce qu'on appelle en anglais vocational training, c'est-à-dire qui donne des qualifications techniques. Il y a uniquement 2% de la population active qui a reçu ces qualifications. Donc en fait, vous avez dans ces 40% énormément de gens qui n'ont pas de qualification précise. Ensuite, au niveau des universitaires, de ceux qui ont un diplôme
de l'enseignement supérieur. Il y a un rapport en 2014 qui avait fait beaucoup de bruit, parce que c'est un rapport, une enquête nationale, qui estimait qu'au sein de ces diplômés, il y avait à peu près 50% qui étaient totalement inemployables. Et ça se reflète assez bien par le fait que le taux de chômage des jeunes diplômés est à peu près de 18%, et par le fait que la plupart des grands groupes indiens ont eux-mêmes développé des centres de formation pour pouvoir donner des qualifications spécifiques aux individus qu'ils recrutent. D'accord ? Donc effectivement, il y a un vrai problème de qualification en Inde, qui est lié au fait que l'enseignement a pas tellement, les curriculums de l'enseignement n'ont pas tellement changé, c'est resté un enseignement très généraliste, et donc qui fait qu'il y a un manque de qualification, en tout cas il y a une inadéquation très claire entre les qualifications qui sont demandées par les entreprises, qui sont demandées sur le marché du travail, et celles qui sont offertes par les individus, y compris les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors après, les choses vont peut-être un tout petit peu s'améliorer, puisque là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est sur la population active. Il faut savoir que l'Inde a quand même fait des progrès impressionnants pour ce qui est des taux de scolarisation, donc il y a des chances que ça s'améliore un peu. Mais la situation au niveau des qualifications est quand même assez sévère. Ensuite, au niveau de la création d'emplois, ce qu'on voit, c'est, alors avec le chiffre que je vous ai donné, 14% du PIB, 58% de la population active employée dans l'agriculture, on se doute que ce n'est pas l'agriculture qui va pouvoir absorber un surplus de main-d'œuvre. Puisque l'agriculture croît à peu près à un taux tranquille de 2% par an, essentiellement tiré par de la mécanisation. Donc là, l'agriculture, le secteur primaire, dégage en réalité de la main-d'œuvre, qui vient essentiellement alimenter la construction, et c'est de la main-d'œuvre qui est peu ou pas qualifiée pour d'autres choses que l'agriculture. Au niveau du secteur secondaire, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'industrie, qui pourrait tirer beaucoup l'emploi, qui pourrait créer énormément d'emplois, et en particulier les industries qui sont très intensives en travail, ces industries ont eu tendance à énormément se mécaniser, justement du fait qu'elles ne trouvaient pas les compétences nécessaires sur le marché du travail. Donc là, s'il y a de la croissance au niveau de l'industrie, c'est une croissance qui est moins riche en emplois qu'elle ne pourrait l'être. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il y a deux raisons en fait, qui ont poussé le gouvernement Modi, notamment, à lancer le programme Make in India. La première, c'est que l'industrie est probablement le secteur qui peut absorber le plus de nouveaux entrants sur le marché du travail, s'ils sont correctement qualifiés. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi un programme de Skilling India. Et aussi, donc c'est pour ça qu'il y a eu une grande emphase qui a été mise par le gouvernement Modi pour développer l'industrie, qui en plus en Inde, pour des raisons historiques, est très largement atrophiée, puisqu'en fait le secteur de l'industrie manufacturier ne représente que 16% du PIB. Ensuite, sur le secteur tertiaire qui tire vraiment la croissance indienne, ce secteur tertiaire, en fait, l'Inde a eu tendance à se spécialiser sur des industries un peu de niche, biotech, technologie de l'information, etc., qui sont en fait des secteurs ultra productifs. Donc en fait, des secteurs qui ne sont pas tellement créateurs d'emplois. Donc c'est des secteurs qui ne sont pas tellement créateurs d'emplois. Donc si on regarde au global, en fait, ce qui se passe, c'est que l'élasticité en termes d'emploi de la croissance indienne n'a pas arrêté de baisser depuis à peu près 10 à 15 ans. Et non seulement elle n'a pas arrêté de baisser, mais en plus maintenant elle est devenue négative. Et mon camarade Jules Naudet, justement, hier me signalait qu'il y avait un article dans Le Monde qui soulignait que depuis 6 ans, l'Inde a détruit 9 millions d'emplois, ce qui est quand même embêtant quand on doit en créer 12 millions par an. D'accord ? Et effectivement, c'est parce que la croissance indienne, un point de croissance indienne, ne crée aucun emploi et a même tendance à en détruire, puisque l'élasticité en termes d'emploi de la croissance est devenue négative. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment un dividende démographique auquel on peut s'attendre, ou plutôt un cauchemar démographique, puisque encore une fois, je le rappelle, il y a énormément d'arrivées, 12 millions par an de nouveaux entrants sur le marché du travail, et une croissance indienne qui, en plus du fait qu'elle faiblit, a tendance à détruire des emplois. Donc on peut quand même se poser sérieusement la question de qu'est-ce qui va advenir de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. De plus, les dernières statistiques, et c'est intéressant, ont montré un taux de chômage à 6%, qui est le taux de chômage le plus élevé depuis les années 70. Et il est aussi assez amusant de constater que ce chiffre a été établi avant les élections, mais ce chiffre n'a été révélé qu'après les élections. D'accord ? Donc il y a vraiment un malaise qui est tout à fait justifié, à mon sens, sur les perspectives économiques du fait de cette croissance démographique qui ne s'accompagne pas de création d'emplois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Timing parfait. Merci beaucoup, Catherine.
Voilà, Jules, c'est à toi. Tu vas parler plus d'abord d'un background macroéconomique et ensuite des sujets spécifiques. Vas-y. Merci. Donc, je vais prendre une perspective un peu différente, qui va être une perspective un peu plus macro, pour parler, donc j'ai appelé ça inégalité et discrimination, mais ça devrait être peut-être plus croissance, inégalité et discrimination. Donc voilà, donc d'abord quelques faits statistiques sur l'évolution macroéconomique de l'Inde, et puis je vais mettre l'accent un peu sur le rôle du système de caste peut-être dans cette évolution, et le rôle des discriminations par genre dans cette évolution. Et tout ça en essayant de respecter le timing. Je vais me faire, je pense, gronder par Basudem. Donc, d'abord, juste pour fixer les idées, en termes d'évolution du PIB par tête, donc vous allez voir que je vais vous présenter quelques graphes, plusieurs fois des graphes de ce type-là, où systématiquement je compare l'Inde à d'autres pays. Donc ces pays étant d'abord la Chine, le Vietnam et les Philippines, premier graphe, et deuxième graphe, Pakistan, Bangladesh. Donc là, que voit-on? Vous avez l'Inde, vous la voyez très peu parce qu'elle est en bleu, quasiment sur la courbe du Vietnam en vert. Donc vous voyez en fait l'évolution du PIB par tête de l'Inde depuis 1980 est tout à fait similaire à celle du Vietnam. Très loin de la trajectoire très dynamique de la Chine, mais c'est une croissance quand même importante du PIB par tête, un rattrapage par exemple avec les Philippines. Quand on compare avec les autres pays du sous-continent indien, on voit que l'Inde se démarque du Pakistan et du Bangladesh, les a dépassés en termes de PIB par tête au cours des dernières décennies. Donc au niveau du sous-continent indien, un relatif succès de l'Inde et un niveau plus régional. L'Inde ne se démarque pas, à part le cas chinois, ne se démarque pas profondément d'autres expériences. Par contre, quand on regarde le taux de pauvreté en Inde, on voit déjà quelque chose de différent. Au début des années 80, le taux de pauvreté en Inde est inférieur à celui de la Chine ou du Vietnam, et on voit qu'au cours des années 90, les courbes se croisent, le taux de pauvreté en Inde ne baisse pas aussi rapidement que les taux de pauvreté vietnamiens ou chinois. Alors pour la Chine, on peut se dire, bah oui, il y a une croissance tellement importante qui porte toute la population chinoise. Pour le Vietnam, on vient de voir que l'évolution du PIB par tête est le même en Inde et au Vietnam. Donc il y a quelque chose ici sur la répartition des fruits de cette croissance dans la population. Il semblerait que les pauvres indiens ne bénéficient pas autant de la croissance que les pauvres vietnamiens, par exemple. Quand on regarde au niveau du sous-continent indien, encore une fois, on voit que l'Inde se démarque. Alors rappelez-vous, l'Inde, en termes de PIB par tête, fait mieux que le Pakistan, fait mieux que le Bangladesh, mais par contre, quand on regarde le taux de pauvreté, elle fait beaucoup moins bien. Depuis les années 90, l'Inde est au-dessus du Pakistan et du Bangladesh en termes de taux de pauvreté. Donc là, il y a quand même un paradoxe. L'Inde est plus riche que ces pays. Si les fruits de la croissance étaient répartis équitablement dans la population, le taux de pauvreté indien devrait être plus faible que ceux du Pakistan ou du Bangladesh. Donc ça amène plus directement vraiment à la question de la répartition des richesses en Inde. On a vu la dimension pauvreté, mais il y a une dimension inégalité. Donc là ce sont des graphes que j'ai empruntés à la plateforme World Inequality Database, où vous pouvez suivre l'évolution de la part dans le revenu, ici, des 10% les plus riches. Alors malheureusement, les données ne sont pas disponibles pour tout un ensemble de pays. Donc ici, je vous ai mis simplement les États-Unis, la Chine et l'Inde, parce qu'il n'y avait pas de données pour les autres pays que j'utilise dans les comparaisons. Et là, que voit-on? Pour les 10% les plus riches, avant les années 90, l'Inde est tout à fait comparable avec les États-Unis. Par contre, on arrive aux années 2000, et à partir des années 2000, le taux de la part des 10% dans le revenu, du top 10% dans le revenu national explose, y compris par rapport aux États-Unis. Donc il y a vraiment une très grande augmentation des inégalités en Inde, du point de vue de la part des 10% dans le revenu total, qui est extraordinaire quand on le compare aux États-Unis ou à la Chine. Quand on regarde plus les 10%, mais la part des 1%, donc vraiment les gens très très riches, là, ce caractère extraordinaire est plus diffus. On est vraiment au-dessus de la Chine, mais on est similaire
aux États-Unis. Donc il y a une captation de la croissance qui est faite au niveau du 10%, mais pas tellement au niveau du 1%. Donc comme si, quelque part, il y avait moins d'inégalités parmi les très riches, on va dire, en Inde qu'il peut y avoir aux États-Unis. Mais par contre, au niveau de la société dans son ensemble, il y a une inégalité très forte qu'on voit par rapport au taux de pauvreté, et qu'on voit aussi par rapport à la part que les 10% les plus riches obtiennent du revenu national. Alors, donc voilà pour un peu présenter les faits, on va dire, macroéconomiques. Et donc quelque part, un des thèmes que l'on a décidé qu'on allait aborder dans cette discussion, c'est peut-être de réfléchir aux caractéristiques, notamment sociales indiennes, qui pourraient être des contributeurs et pas les explications uniques à ces faits. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'Inde par rapport à ses voisins? Donc, on a un système de caste qui est beaucoup plus important en Inde que dans ses voisins au Pakistan, Bangladesh, et qui est inexistant, par exemple, en Chine. Alors, par système de caste, qu'est-ce que je vais entendre ici dans cette présentation? Une discrimination en termes, par exemple, d'accès à l'éducation, accès à l'emploi, mais aussi une occupation traditionnelle. On a souvent, quand on appartient à une caste, on a souvent une occupation que les membres de cette caste occupent traditionnellement. Et aussi un effet de réseau. Je connais des gens de ma caste, je sais dans quel type d'emploi ils travaillent, je vais peut-être avoir accès plus facilement à ce travail, ou je vais avoir accès à un réseau d'entraide. Discrimination de genre. Alors on pourrait parler des heures de discrimination de genre en Asie, en Inde ou dans le sous-continent indien. Je vais prendre ici vraiment un tout petit point qui va faire écho à ce que disait Catherine, qui va être discrimination en termes d'accès au marché du travail, ou discrimination, ou en tout cas différence en termes d'accès au marché du travail. Et enfin, je ne traiterai pas des discriminations religieuses, même si il serait très pertinent de le faire, mais je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc, commençons par la caste. L'idée que le système de caste pourrait être un frein à la croissance du pays n'est pas nouvelle. Donc Ambedkar, qui est un des penseurs du système de caste, un des plus grands militants de la lutte contre la discrimination par caste et un des plus grands militants de l'indépendance indienne, un des principaux rédacteurs de la constitution indienne, écrivait déjà sur le système de caste dans les années 30 et mettait en avant que le système de caste n'est pas une division du travail au sens d'Adam Smith, on va avoir une division du travail et donc ça va être productif, c'est une division des travailleurs. Donc les travailleurs sont divisés et n'ont pas de possibilité d'avoir accès à des emplois pour lesquels ils seraient peut-être plus productifs. Et donc il présente un des problèmes liés au système de caste comme étant lié à l'économie. La croissance, si vous voulez, de l'Inde pourrait être freinée par le système de caste à cause de ce système d'occupation traditionnelle. Alors pour vous donner un peu une idée des ordres de grandeur, donc là je me base sur des travaux que nous avons faits avec Dan Keniston et Tatiana Kleineberg, où nous regardons par caste la distribution des occupations. Donc là, j'ai mis cette ligne rouge à 20%. 20%, c'est quoi? C'est à peu près la population des basses castes en Inde, ce qu'on appelle les schedule castes. Et je vous ai mis donc les différentes occupations en Inde. Donc si les barres bleues sont au-dessus de la ligne horizontale rouge, cela signifie que les basses castes sont surreprésentées dans ces occupations. Si par contre ces barres bleues sont en dessous de cette ligne rouge, les basses castes sont sous-représentées dans ces occupations. Donc vous avez ici par occupation la part de basses castes. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les basses castes sont surreprésentées. Alors vous ne voyez pas, à droite, les basses castes sont surreprésentées dans des occupations qui vont être considérées comme dégradantes, comme par exemple la collecte de déchets, etc. Et par contre, dans des occupations plus prestigieuses, comme travailler dans l'éducation, par exemple, elles vont être sous-représentées. Donc on a vraiment ici une représentation d'une discrimination en sens de la sous-représentation des basses castes dans certaines occupations plus prestigieuses et une surreprésentation dans des occupations plus considérées comme plus dégradantes. Alors maintenant, comment lier ça
au système de caste et au système d'occupation traditionnelle. Ici, dans ce graphe, ce que je vous présente, c'est deux choses. C'est par occupation, la part des personnes qui travaillent dans cette occupation pour qui cette occupation-là est l'occupation traditionnelle de la caste. Ça, ce sont les barres bleues. Et les barres rouges, ce sont la part, pour ces occupations, des personnes qui, en fait, sont en train de travailler dans la même occupation que leur père. Donc vous avez à la fois, on va dire, la transmission d'occupation par la caste et la transmission d'occupation intergénérationnelle. Et là, on voit dans les deux cas une surreprésentation. Et pour vous donner une idée, en 2011, pour les hommes, 17% travaillent dans l'occupation traditionnelle de leur caste. Et si à structure des occupations données, ces personnes choisissaient une occupation au hasard, on aurait 9% de personnes qui travailleraient dans leur occupation traditionnelle. Donc, pour donner un ordre de grandeur, vous avez 2 fois plus de gens qui travaillent dans une occupation qui est l'occupation traditionnelle de leur caste qui ne devraient. Des gens qui travaillent quelque part trop dans une occupation qui n'est certainement pas celle qu'ils devraient faire s'ils avaient un libre choix de leur occupation. Alors Basudeb m'indique qu'il faut que je me dépêche, ce que je vais faire. Donc, en accélérant, et donc du coup, comment envisager le système de caste en termes de croissance et d'inégalité ? En termes de croissance et d'inégalité, on peut se dire, ben voilà, c'est un frein à la croissance et c'est peut-être un contributeur aux inégalités. Inégale répartition de l'accès à l'emploi, inégale répartition de l'accès à l'éducation, et également concentration dans les occupations traditionnelles. Mais également, je l'ai peu mentionné ici, mais rappelez-vous, la caste c'est aussi un réseau, et là on peut penser le réseau comme au contraire un contributeur à la lutte contre la pauvreté. Si je fais face à un choc important dans un contexte où l'État n'est pas capable de m'offrir un système par exemple de santé efficace, de sécurité sociale efficace, alors j'ai un accès à ce réseau qui va m'aider à surmonter ce passage difficile et qui me permet aussi d'accéder à l'emploi. Et donc à court terme, il n'est pas évident que du point de vue de la croissance, le système de caste soit si mauvais que ça. Et par contre, à long terme, on peut imaginer que cette libération de l'accès à l'emploi et à l'éducation puisse avoir des effets importants. Par contre, en termes de répartition entre individus et entre castes, il est évident que la disparition du système de caste aurait des conséquences importantes. Je te vois, Basudeb, je vois tes regards insistants. Juste un mot sur la participation des femmes au marché du travail. Vous avez ici en bleu la part des femmes dans la population active en Inde, comparée à l'Inde, le Vietnam, comparée aux Philippines, Vietnam, Chine. Vous voyez que vraiment l'Inde est beaucoup plus bas. C'est très comparable à ce qu'on peut voir au Pakistan et au Bangladesh. Donc il y a vraiment dans le sous-continent indien, la participation des femmes au marché du travail est beaucoup plus faible. Et un exercice intellectuel que moi j'aurais envie de faire et que je vous présente là, c'est de se demander, mais alors, en fait, rappelez-vous, l'Inde et le Vietnam ont le même PIB par tête. Mais en fait, les femmes ne travaillent pas en Inde, elles travaillent au Vietnam. Que serait le PIB par tête indien si les femmes travaillaient ? Et donc, quelque part, ici, je vous montre la productivité en Inde, bien supérieure au sens PIB divisé par population active, bien supérieure en Inde par rapport à celui du Vietnam. Et donc maintenant, si je fais un petit calcul de coin de table pour voir ce qu'il adviendrait du PIB indien si toutes ces femmes qui ne travaillent pas étaient dans la population active, donc vous voyez, c'est ça. Donc l'Inde en bleu, c'est l'Inde réelle. L'Inde rouge, c'est cette Inde imaginée où ces femmes travailleraient. Et donc, une hypothèse optimiste serait que si toutes ces femmes entraient dans la population active, on aurait jusqu'à 40% de PIB par tête en plus. Alors, bon, je vous mets les comparaisons, mais là, on va sauter. Donc, pour en revenir, en fait, si on pense en termes de croissance du PIB par tête, l'énorme potentiel, il est certainement là. Mettre toutes ces femmes dans la population active. En termes d'inégalité, il n'est pas évident que la participation des femmes au marché du travail conduise à une réduction des inégalités à cause d'effets d'homogamie. Des femmes riches vont se marier avec des hommes riches, donc ça va contribuer au contraire à augmenter les inégalités. Et l'effet sur la pauvreté n'est pas clair parce que les femmes plus pauvres ont tendance à être plus dans la population active que les femmes potentiellement plus riches. Donc si toutes les femmes allaient sur le marché du travail, il n'est pas évident que ça ait un effet extraordinairement important sur les taux de pauvreté.
je vais arrêter là. Merci beaucoup et excusez-moi d'avoir dépassé. Pas de souci, Guillaume. Merci beaucoup. Tu as bien mis le cadre et vraiment soulevé toutes les questions et les grandes questions et leur complexité, je pense, qui intéressent l'audience et nous aussi, bien sûr. Voilà, tout de suite, Laurie. Oui, alors moi je vais aborder les questions des relations fédérales en Inde, les tensions entre centralisation et décentralisation en rapport avec la gouvernance économique et avec les disparités régionales. Je vais développer quelques exemples qui suggèrent qu'on assiste actuellement à une recentralisation politique sous la direction du gouvernement BJP de Narendra Modi. Alors, le système fédéral indien est composé de l'Union et de 29 États fédérés. Il s'agit d'une république modelée sur Westminster, donc un système parlementaire où la formation politique majoritaire choisit le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, ou à l'échelle des États, le ministre en chef. Donc, il s'agit de deux systèmes parallèles, mais aussi emboîtés. L'un au niveau national, à New Delhi, et l'autre dans chacun des États. C'est très important, car ça veut dire que le territoire national est morcelé. Chaque État fédéré forme un espace politique distinct qui répond à une réalité sociopolitique et économique qui lui est propre. Ça explique que l'on observe de multiples trajectoires de développement en Inde, si on regarde le Gujarat à l'ouest, par exemple, le Punjab au nord, le Bengale à l'est, ou encore les pays tamouls ou le Kerala au sud. À l'échelle internationale, il existe donc une variété de modèles d'économie politique. D'ailleurs, beaucoup d'États sont dirigés par des partis régionaux, c'est-à-dire des partis qui n'existent que dans un État ou deux, et qui sont plus de 300 aujourd'hui en Inde. Ils existent à côté des partis nationaux comme le Congrès ou le BJP. Les gouvernements des États s'appuient sur diverses bases sociales et on observe des styles de mobilisation parfois très différents d'un État à l'autre. Par exemple, sur une base identitaire ou bien idéologique ou bien populiste, etc. Alors, depuis l'indépendance, le système fédéral indien ne cesse d'évoluer. Si la Constitution pose bien les bases, les relations fédérales sont très fortement marquées par le style des dirigeants au pouvoir à New Delhi et dans les capitales des États. Donc on peut s'amuser à faire des périodisations de ces relations au fil des décennies. Ce qui est important à retenir, c'est que cette relation fait l'objet d'une négociation constante. Alors, au départ, le système en Inde, le système fédéral, était très centralisé. Et c'était, en gros, pour faire face à des défis de la partition de l'Inde, la partition entre l'Inde et le Pakistan, et pour mettre en place aussi un modèle planifié du développement. Bien que la Constitution assigne aux États des compétences importantes comme le développement industriel et agricole, la santé, l'éducation, dans les faits, les États sont restés largement subordonnés au gouvernement central à New Delhi, surtout dans les premières 3-4 décennies. Cette situation est aggravée par leur forte dépendance financière. C'est l'Union, New Delhi, le gouvernement central, qui perçoit le gros des recettes fiscales et les répartit entre les États par l'intermédiaire d'une commission des finances indépendante. J'y reviens plus tard. Par la suite, au fur et à mesure que l'apprentissage de la démocratie se fait, qui se traduit par l'accroissement de la compétition électorale à toutes les échelles, on assiste progressivement à une répartition plus équilibrée de pouvoir entre les échelons, donc une décentralisation relative. Un des facteurs clés
de cette évolution, ce sont des réformes économiques qui ont été entamées dans les années 90 et qui ont mis fin à la gestion centralisée de l'économie. Et en ce moment-là, les États ont découvert un espace plus ample pour définir leur politique publique et notamment en matière de développement économique. En effet, les États tiennent entre leurs mains des leviers importants pour la croissance, à commencer par le contrôle du foncier, mais également la provision des infrastructures de base pour attirer des investisseurs et pour la formation du capital. C'est pour cela qu'on assiste à une concurrence accrue entre les États. Et assez rapidement, dès les années 2000, on observe une divergence plus importante entre les performances économiques des États. Et ça marque donc un inversement de tendance parce que pendant 50 ans, l'Inde avait tenté de favoriser un développement régional équilibré, un aménagement du territoire en quelque sorte, en tout cas un effort d'éviter d'aggraver des disparités qui ont été forgées pendant la période coloniale. Malgré la décentralisation relative des années 90, New Delhi ne renonce pas pour autant à mener des politiques nationales, y compris de développement industriel. Catherine avait parlé de Made in India. Même avant cette politique-là, il y avait en 2005 une politique sur les zones économiques spéciales, modélée explicitement sur le modèle chinois. Et l'idée était de donner vraiment un coup de fouet aux exportations indiennes. Pour autant, et ça, il y a des études assez détaillées là-dessus, chaque État a interprété un peu à sa manière cette politique nationale. Ils étaient plus ou moins enthousiastes. En tout cas, cette politique a eu tendance à renforcer les inégalités territoriales. Et là, j'ai un diapo qui montre un peu, je n'aurai pas le temps vraiment de commenter, mais qui montre... voilà, c'est juste la première. Je ne sais pas par où je... C'est peut-être par là. Bon, bref, ce n'est pas très important. Okay, voilà, donc ça c'est une première carte qui montre la répartition des zones sur le territoire. On voit bien que certaines régions au sud, à l'ouest, c'est plutôt... oups, ça c'est dans le mauvais sens. Et là c'est un deuxième qui montre juste les zones économiques qui sont consacrées aux... Ah voilà, c'est pour ça. Consacrées aux activités des secteurs de pointe en informatique et services informatiques. Et là aussi c'est très explicite que c'est assez inégalement réparti sur le territoire. Alors donc cette divergence croissante entre les États donne vraiment lieu, puisqu'on est à des journées de l'économie, ça donne vraiment l'objet à des débats en Inde, parce que ça va à l'encontre des prédictions théoriques. Même si, dans certains États les plus sous-développés, comme le Bihar ou l'Odisha, ils connaissent depuis quelques années des taux de croissance très forts. Alors, je vais passer maintenant aux relations fédérales sous Modi. Juste pour développer deux exemples. Beaucoup d'observateurs ont trouvé que le style politique de Modi renouait avec celui d'Indira Gandhi, qui a dirigé l'Inde pendant une quinzaine d'années entre les années 60 et 80, en cherchant à centraliser le fonctionnement des institutions nationales en contournant des structures de gouvernement à différentes échelles pour faire appel directement à son électorat, ou en mettant en place des réformes touchant à des questions sensibles, comme celle d'une langue nationale, Modi ébranle le statu quo des relations fédérales. Un autre exemple serait l'exemple tout récent de l'abrogation de le statut d'autonomie du Cachemire. On pourrait y revenir. Beaucoup des actions de son gouvernement ont pour conséquence de renforcer le pouvoir de l'Union vis-à-vis des États. Et malgré les discours de Modi pendant la campagne, où il parlait de s'appuyer sur son expérience de Chief Minister de l'État de Gujarat,
Alors, 2 exemples. Donc, la première serait celui de la réforme de la taxe sur les biens et les services. Ça s'appelle le GST, Goods and Services Tax, qui était voté en 2016. Cette réforme introduit une modification fondamentale dans les relations fiscales dans la mesure où elle prévoit un partage des pouvoirs de taxation, alors que la Constitution avait séparé de manière très nette ces pouvoirs de taxation entre les États et le centre. Et pour les gens qui critiquent cette réforme, une telle souveraineté partagée reviendrait à léser les États en enlevant de leur seule juridiction un poste majeur, donc il s'agit de la taxe sur les ventes. Concrètement, en instaurant un taux uniforme sur le territoire national, les États n'ont plus la main pour ajuster le taux de l'impôt, pour répondre aux contingences ou pour financer une nouvelle initiative phare. Mais c'est surtout le Conseil GST, enfin la gouvernance de cette taxe, qui fait l'objet de critiques parce que ça donne à New Delhi des pouvoirs disproportionnés. Alors je peux revenir là-dessus, mais en gros, Delhi a un droit de veto pour chaque décision concernant ces taux. Et le deuxième exemple, et puis je terminerai là-dessus, touche également aux relations financières. Il s'agit de la commission du plan, c'est-à-dire dès l'indépendance, Nehru avait mis en place une commission du plan. Et le gouvernement Modi, en 2014, c'était une des premières décisions annoncées, il a dissous cette commission et il l'a remplacée par le Niti Ayog, donc un institut national de la transformation de l'Inde. Et une des justifications de mettre fin à la commission du plan était que des transferts étaient trop discrétionnaires. En d'autres termes, le gouvernement central avait utilisé ces transferts pour favoriser certains États aux dépens des autres. Et là aussi, j'ai un autre diapo. Ce qu'il a souhaité faire, donc, c'est... Oui, vas-y. Décidément. Voilà. Et donc, en jaune, c'est des transferts discrétionnaires. Et donc, en fait, la décision, normalement, la commission la commission des finances utilise comme critère pour répartir les recettes fiscales des critères objectifs comme la taille de l'État, la population, etc. Et de cette manière-là, c'est considéré comme relativement pas discrétionnaire. Or, Modi avait annoncé, enfin la commission de finances qu'il avait nommée, a annoncé qu'ils allaient utiliser non pas les chiffres de la population, le recensement de 71, mais de 2011. Et donc, évidemment, ça fait une très grosse différence pour les États du Sud qui avaient beaucoup réduit le taux de croissance de leur population depuis plusieurs décennies. Voilà, donc je pense que j'arrive à bout de mon temps, mais en tout cas, ces différentes réformes font dire qu'actuellement, le gouvernement cherche à recentraliser le pouvoir aux dépens de celui des États. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Encore, et je remercie tous les collègues d'avoir bien tenu les temps. Voilà, donc Jules, c'est à toi, ça va? Donc à toi pour 10 minutes. Voilà. Merci. Un peu plus. Donc la tâche qui nous a été fixée aujourd'hui est assez monstrueuse. Interroger la question du développement en Inde. Donc pour vous donner quand même un ordre de grandeur du problème, l'Inde aujourd'hui... c'est un tiers des pauvres de la planète. En 2011, il y avait plus de 60% de la population indienne qui vivait avec moins de 3,2 $ par jour. C'est-à-dire qu'il y a 760 millions de personnes, plus de 2 fois la totalité de la population américaine des USA,
qui a son quotidien en fait régi par la satisfaction des nécessités les plus basiques. Donc comment appréhender une question aussi vaste? Moi, en tant que sociologue, j'ai choisi de vous parler de la caste, mais il y a bien d'autres aspects qui ont déjà été évoqués, d'autres qu'on évoquera peut-être dans la discussion. Alors, cette question de la caste, elle est extrêmement importante. Guilhem nous l'a déjà bien montré. Aujourd'hui, on a des travaux qui nous suggèrent que l'intouchabilité est pratiquée de manière systématique dans environ 80% des villages indiens. Et on a 27% des Indiens qui reconnaissent explicitement, sans vergogne, pratiquer l'intouchabilité dans leur espace domestique, c'est-à-dire qu'ils interdisent l'entrée à certaines castes qu'ils considèrent comme impures dans leur domicile, ou alors, si jamais ils les laissent entrer, ils ne leur serviront pas de nourriture dans la vaisselle qu'ils utilisent au quotidien. Donc on peut se demander, face à un tel constat, pourquoi la réduction de l'inégalité fondée sur la caste ne figure pas dans les engagements intergouvernementaux tels que le programme d'objectifs de développement durable de l'ONU, les fameux Sustainable Development Goals. Et en fait, la manière dont la caste a été incorporée dans les politiques publiques indiennes passe en effet largement sous silence l'idée de la caste comme une cause structurelle et permanente d'inégalité et de pauvreté dans une économie de marché. Et l'Inde, en fait, la traite plutôt comme un phénomène archaïque, un phénomène culturel et rituel archaïque qui est amené à disparaître avec la modernisation. Et à l'indépendance du pays, le gouvernement était réticent à utiliser la question de la caste comme un facteur explicatif de la pauvreté et de l'inégalité, et a décidé de rejeter les classifications sociales qui étaient utilisées dans l'administration coloniale. Il a notamment abandonné les catégories de caste dans les recensements nationaux, ce qui interdisait d'évaluer son poids. Alors, l'idée, pour le dire vite, c'était que la caste ne serait plus vraiment un processus actif dans l'Inde contemporaine, mais serait plutôt un legs du passé, destiné à disparaître sous les coups de boutoir de la modernisation du pays, et dont il conviendrait surtout d'éliminer les derniers soubresauts. Et partant d'un tel constat, le seul traitement qui a été considéré comme légitime de la caste, ça a été de mettre en place des politiques de quotas, ce qu'on appelle les réservations en Inde, et un autre dispositif qui était essentiellement des dispositifs juridiques protecteurs des castes dites intouchables. C'est ce qu'on appelle les lois contre les atrocités de caste. Et on s'est donc retrouvé dans une situation où, parce qu'elle est avant tout considérée comme liée à la religion ou comme constituant un désavantage historique, la caste a été exclue du domaine de la planification économique et traitée comme une question culturelle interne qu'il fallait à tout prix exclure du champ d'application des conventions internationales qui scrutent les formes de discrimination basées sur le sexe ou la race. Et alors que la caste s'apparente de toute évidence à une forme de descendance, qui est l'un des 5 motifs de discrimination raciale selon l'ONU, l'Inde rejette explicitement l'idée que la discrimination de caste s'apparenterait à la discrimination raciale et empêche extrêmement activement les organes conventionnels de l'ONU d'exercer la surveillance que cela impliquerait. Donc en bref, la caste a été éliminée du discours officiel sur le développement, et cela, me semble-t-il, conduit à sous-estimer l'étendue du problème. Parce que c'est pourtant une institution qui contribue, comme l'a déjà bien montré Guilhem, à la persistance des disparités socio-économiques et des disparités en matière de capital humain au niveau national, et qui a des impacts majeurs sur le bien-être subjectif. Mais la caste, ce n'est pas seulement donc, un legs du passé, un archaïsme religieux, c'est une institution qui est profondément multiple et contingente, et on peut distinguer au moins 3 dimensions. Alors une dimension idéologique de la caste, certes, on en a déjà parlé, c'est cette idée d'une pureté rituelle qui organiserait les interactions dans la vie sociale quotidienne, mais il y a aussi une dimension politique à la caste, c'est un système de domination au niveau local et régional, même central sous d'autres formes. Et troisièmement, il y a une dimension économique qui est que la caste organise, en fait, comme le disait Guilhem, la division du travail d'une part, mais des travailleurs aussi d'autre part, sur la base donc de logiques à la fois d'exclusion et de cooptation. Alors,
on sait pourtant très bien que la caste influence positivement ou négativement à la capacité d'accès à l'éducation, aux opportunités commerciales, au pouvoir politique, aux droits et à la protection par les forces de l'ordre, aux infrastructures de base, etc. Et donc des choses aussi simples et courantes que pouvoir porter plainte au poste de police, être autorisé à s'asseoir dans la classe plutôt qu'à l'extérieur, ne pas avoir peur d'être battu si on contredit publiquement quelqu'un dans son village, être capable de mobiliser des capitaux pour démarrer une entreprise, être capable d'accéder à des informations commerciales fiables, avoir confiance en ses partenaires de business parce qu'ils appartiennent à la même communauté que soi, avoir accès à de l'eau ou de l'électricité parce que son quartier est le fief électoral du député local. Tout ça, ce sont des faits qui sont directement liés, vous l'aurez compris, à l'identité de caste. Alors si on considère plus spécifiquement le marché du travail, il y a 3 effets de caste qui peuvent être observés. On a d'abord une structuration par la caste des hiérarchies professionnelles, je ne vais pas m'attarder là-dessus, Guillaume l'a bien montré, avec le fait le plus notable qui est que les professions les plus dégradantes comme le ramassage des déchets ou l'entretien manuel des égouts sont systématiquement assignées à des personnes issues de castes considérées comme intouchables. On a deuxièmement des effets de réseau, ce qu'on appelle opportunity hoarding, un effet d'appropriation des ressources, avec des réseaux de recrutement qui sont souvent caractérisés par une force de travail monocaste. C'est notamment le cas, par exemple, pour les dockers, les mineurs, les travailleurs dans les plantations, pour lesquels on observe une main-d'œuvre qui est captée par des réseaux de castes, ce qui permet par ailleurs d'assurer une main-d'œuvre super exploitée et ultra mobile. Mais on retrouve aussi des effets de fermeture et d'appropriation des ressources en haut de la structure d'emploi. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de l'industrie du diamant, qui est complètement dominée par 2 castes, les Palanpuri Jains et les Kathiavari Patel. Alors on a un troisième effet sur le marché du travail qui est la question des discriminations catégorielles qui vont donc conduire à l'exclusion des membres de certaines castes, même lorsqu'ils possèdent les compétences requises. Et dans le secteur de la construction, il a été observé que pendant des périodes où on a une pénurie d'employés compétents, beaucoup d'employeurs préféraient laisser des postes vacants plutôt que d'employer des Dalits ou donc des personnes considérées comme intouchables ou des Adivasis qui présentaient pourtant les compétences requises. Et alors quand, dans les cas où les compétences sont prises en compte et donc permettent aux basses castes d'obtenir des emplois valorisés, l'accès à ceux-ci reste souvent marqué par une très forte discrimination. On estime à environ 15% l'écart entre les salaires à niveau de diplôme équivalent entre Dalits et non-Dalits, avec des variations bien plus fortes dans certaines industries et des écarts qui s'aggravent encore plus pour les femmes Dalits. Donc la discrimination dans l'emploi, elle se produit de 2 manières. Elle se produit d'abord de manière indirecte, dans le sens où le fonctionnement du marché du travail exige implicitement des candidats des traits de caractère, des compétences culturelles, des aptitudes linguistiques qui sont en fait propres aux hautes castes et des compétences que le système éducatif ne transmet pas. Et donc, en gros, la culture dominante des hautes castes est assimilée à la notion de mérite individuel. L'idée de méritocratie en Inde est vraiment à penser en lien avec l'idée de la caste. Et deuxièmement, on a une discrimination qui opère de manière plus directe, par une volonté directe d'exclure les Dalits de l'accès à certaines ressources. Ça, c'est une discrimination qui a été bien objectivée par des enquêtes expérimentales, en envoyant des CV avec un nom qui laisse deviner que le candidat est Dalit, mais ça a été aussi objectivé dans le cadre des dons philanthropiques, avec des refus d'appuyer des ONG dont le nom en fait connote une cause Dalit, la défense, la lutte contre l'intouchabilité. Ça a été aussi objectivé dans la correction des examens, avec des notes plus basses attribuées aux copies auxquelles on a au hasard donné un nom à consonance Dalit. Donc là, c'est une discrimination qui est principalement liée à l'intériorisation de préjugés de caste. Mais plus encore que l'intériorisation de préjugés, il y a
un effort presque militant de gardiennage des frontières de caste qui vise explicitement donc à exclure certaines personnes de certains réseaux ou alors à assurer l'imperméabilité des réseaux de caste afin de préserver leur homogénéité. Et ces activités, elles sont en fait liées soit à des associations de caste qui vont activement développer la cohésion de leur groupe de caste, son endogamie, ses privilèges, son influence, ou alors ça va être lié au fait que les castes et coutumes traditionnelles sont encastrées dans la gouvernance locale et ont tendance à conduire au développement de politiques de patronage et de clientélisme. Donc, l'intensité extrême avec laquelle la caste fonctionne en tant que groupe d'intérêt conduit à la structuration de dynamiques politiques et économiques sur des bases clientélistes, et un clientélisme qui est très souvent un clientélisme de caste. Alors, pour finir, on se retrouve donc avec des préjugés de caste qui se matérialisent par une économie qui est construite autour de réseaux de caste, se traduisant par des effets plafond de verre dans les secteurs les plus prisés, et par des effets au contraire de sticky floor, de plancher collant, je ne sais pas comment on traduit ça en français, dans les emplois les plus indésirables du secteur informel. Et tout cela est rendu durable d'une génération à l'autre par les effets de fermeture liés à l'endogamie de caste. Et cette endogamie, elle entretient un cercle vicieux en ce qu'elle perpétue des logiques de stigmatisation, d'exclusion et d'enfermement, des effets de réseau qui, in fine, aboutissent à la rigidification des hiérarchies professionnelles. Et tout cela souligne la nécessité d'innover en matière de politique publique afin de s'attaquer aux discriminations de caste sous toutes leurs formes. Et les politiques publiques doivent adresser un ensemble de questions auxquelles elles ne se sont toujours pas attaquées, parce qu'il est malgré tout évident que la caste persiste à l'ère de l'économie de marché en raison des avantages qu'elle offre à certains, et ces discriminations permettent aux castes privilégiées d'accumuler des ressources, et dans le même temps, elles bloquent les groupes subordonnés en les soumettant de surcroît à une violence extrêmement humiliante. Voilà. Peut-être une chose que je voudrais dire, parce que là j'ai insisté sur le fait qu'on a oublié la caste dans les politiques publiques, mais il ne faudrait pas... Il y a un autre travers, qui est souvent le travers notamment des chercheurs occidentaux qui s'intéressent à l'Inde, c'est de penser uniquement l'Inde par la caste. Donc là, c'est un bout du problème que j'ai évoqué. Il faut bien veiller à ne pas tout voir uniquement à travers le prisme de la caste. Voilà. Merci beaucoup, Jules, d'avoir fait ce tour, je pense, assez complet en 10-12 minutes des grandes questions, des problèmes sociaux extrêmement profonds de l'Inde qui existent depuis des siècles ou des millénaires. Voilà, donc maintenant, on va entrer dans les questions. J'en ai pas mal déjà, une dizaine ou une quinzaine. Je vais essayer de regrouper. On peut avoir environ 25 minutes de questions-réponses, et ensuite, on m'a dit de boucler avec une petite conclusion dans les 5 dernières minutes. Voilà. Donc, Catherine, il y a 2 questions qui sont arrivées au début que je passe à toi. Le premier, c'était... la croissance indienne n'est-elle pas juste le reflet de la croissance démographique, et pourquoi l'Inde détruit-elle des emplois alors qu'elle devait en créer? Voilà, tu veux y aller? Oui. Alors, pourquoi est-ce que la croissance en Inde est juste le reflet de sa croissance démographique? La croissance démographique est un contributeur à la croissance économique par son aspect de demande. Mais pour qu'il y ait un aspect de demande, faut-il que la population soit employée. Du côté de l'offre, ce qui tire le plus la croissance indienne, en réalité, c'est des gains de productivité. Des gains de productivité qui ont lieu dans le secteur primaire par la mécanisation, des gains de productivité aussi dans l'industrie, mais surtout dans le secteur tertiaire. Donc la croissance démographique, c'est vrai, contribue à la croissance via un effet demande, mais l'effet offre via la productivité, des gains de productivité, est probablement plus importante. Donc on ne peut pas attribuer la croissance économique de l'Inde à sa croissance démographique, mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a un effet du côté de la demande. Pourquoi est-ce que l'Inde détruit des emplois? Alors,
C'est une vaste question, mais il y a quand même un certain nombre d'études qui pointent de plus en plus justement vers ce que j'avais souligné, c'est-à-dire une inadéquation entre les compétences offertes par les travailleurs et les compétences demandées par les entreprises. Et notamment donc, dans des industries qui sont très intensives en main-d'œuvre, ce manque de qualification technique, de compétences techniques. En gros, vous avez des gens qui ont une éducation générale, mais aucune compétence professionnelle formelle, en fait. Et donc, pour ces industries intensives en main-d'œuvre, ne trouvant pas les compétences ou ayant du mal avec ces coûts de recherche sur le marché du travail, ont eu tendance de plus en plus à essayer de mécaniser. Donc en fait, en essayant de mécaniser, il y a des gains de productivité qui sont faits, mais c'est des gains de productivité qui ne sont pas sur la main-d'œuvre. Donc il y a des emplois qui sont détruits justement du fait de cette mécanisation, et ça c'est pour l'industrie. Ensuite, pour ce qui est des services, donc le secteur des services est assez vaste, mais les plus dynamiques, c'est clairement ces espèces de niches où l'Inde s'est vraiment spécialisée. Et c'est des secteurs qui sont avec des très forts capital humains, d'accord, donc avec des gens qui sont extrêmement qualifiés et où la productivité est très, 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 très forte. Donc, en fait, l'accroissement de l'activité dans ces secteurs peut se faire sans qu'il y ait forcément une très forte élasticité en termes de création d'emplois. Donc, pourquoi est-ce que l'Inde ne crée pas des emplois? Pourquoi est-ce qu'on les en détruit? Il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a beaucoup de gains de productivité qui ne sont pas favorables à l'emploi. Et la deuxième, c'est une claire inadéquation entre le système éducatif indien, qui est très général, et les demandes des entreprises qui ont des besoins très identifiés en termes de compétences, notamment de compétences techniques. Donc, l'un dans l'autre, il y a probablement d'autres facteurs, mais c'est des facteurs qui ont été identifiés. L'un dans l'autre, il y a une non-création d'emplois, voire, comme je le disais tout à l'heure, une élasticité en termes d'emploi de la croissance qui est négative maintenant. Donc, en fait, 1% de croissance ne donne pas plus d'emplois. Et ça, c'est des choses qui se sont déjà vues sur d'autres continents. C'est ce qui souvent a donné lieu à des décennies perdues, en fait. C'est-à-dire avec de la croissance, mais aucune amélioration de la situation des populations. Et c'est ce qui semble guetter l'Inde dans un avenir relativement proche. Merci beaucoup. Est-ce que je peux oui, vas-y. Dire un petit mot sur quelque chose de complémentaire, oui. Complémentaire, c'est vraiment une question fondamentale, celle des compétences des Indiens, donc ce fameux programme de Skilling India qui essaye de mettre en place Modi pour résoudre ce problème de sous-qualification de la main-d'œuvre, parce qu'on est aujourd'hui à une époque de chômage de masse, comme tu l'as mentionné, qui en fait que le pays est assis sur une cocotte minute prête à exploser. C'est-à-dire quand vous avez des centaines de millions de jeunes sans emploi et que dans le même temps il y a des partis politiques populistes, enfin un parti politique populiste pour employer un euphémisme, qui exploite cette frustration et cette colère, les conséquences sociales peuvent être extrêmement dangereuses et politiques. Ce que je voulais mentionner, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, on a des secteurs dans lesquels on n'arrive pas à trouver des personnes qualifiées. Il y avait 28%, je crois, des offres d'emploi dans le secteur des nouvelles technologies qui n'ont pas pu être pourvues parce qu'on n'avait pas suffisamment de diplômés. Mais je pense que pour régler ce problème, la question de l'éducation, de la formation n'est pas la seule. Parce que même si finalement on met en place une politique éducative qui permet de former la main-d'œuvre, on sera toujours en face de problèmes et d'apories graves. Et je pense qu'il faut articuler cette question de la formation à deux autres questions, qui est celle des normes et des certifications, d'une part, et celle du secteur informel, d'autre part, qui représente aujourd'hui plus de 90% de l'emploi. Et ce que je veux dire par là, c'est que se pose la question de la nécessité ou non de requérir une formation certifiée aux travailleurs. C'est-à-dire quand il y a des gens qui vont venir poser un réseau de gaz, monter une grue pour construire des ponts, etc., faire des raccords de réseau à l'eau, etc., est-ce qu'on accepte que ce travail soit fait soit pris en charge par le secteur informel, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont pas reçu de vocational training, ou est-ce que
on demande au contraire que les certifications soient exigées pour que le travail puisse être accompli. Parce que donc on a non seulement des risques sécuritaires, hygiéniques, que vous imaginez bien, ou écologiques, mais on a aussi une trappe à pauvreté parce que ça contribuait à éloigner les travailleurs de ce secteur à l'accès à l'éducation, dans le sens où simplement l'enseignement technique et technologique n'est pas un prérequis incontournable pour accéder à l'emploi. Et tant, désolé, après je me tais, tant qu'il sera permis et surtout en fait profitable économiquement d'employer informellement des travailleurs non formés à respecter des normes d'exécution établies, tout effort en fait pour sortir de la situation catastrophique dans laquelle est plongé le pays sera vaine, me semble-t-il. Ouais, je pense que c'est un très bon point. Je réponds juste 2 secondes. Je pense que c'est un très bon point. Après, dans le secteur informel, la statistique, donc, il y a 2% de la population active qui a une vocational training, donc formation professionnelle formelle, mais il n'y en a jamais que 8% qui a eu un vocational training informel. Donc en fait, effectivement, il y a énormément de gens qui sont non qualifiés, qui n'ont pas de formation technique. Et je suis d'accord que, effectivement, c'est un gros problème, et c'est un problème aussi de répartition, de promotion en fait, du travail. Et je suis absolument d'accord avec toi, c'est quelque chose vraiment qui doit être absolument développé. Et je m'arrête là. Merci. Lorraine, tu voulais dire quelque chose rapidement, juste ensuite on va passer à une autre série de questions, mais vas-y rapidement. Oui. Juste très rapidement, parce que cette question de pourquoi l'Inde détruit les emplois, je pense qu'il y a eu des erreurs politiques majeures. Vous avez peut-être entendu parler de la démonétisation. Alors, le gouvernement indien a décidé du jour au lendemain de supprimer 2 billets les plus utilisés du pays, le billet de 500 et de 1000 roupies. 85% de la masse monétaire de la population. Et c'était une disruption, enfin vraiment une rupture des affaires. Ça a vraiment coûté à l'économie. Bon, je passerai des détails. Donc ça, c'était une grosse erreur. Et une deuxième, je l'ai évoquée dans ma petite présentation, c'était cette réforme fiscale, la GST. Si la réforme a été voulue et discutée depuis très longtemps, la forme qu'elle a prise, enfin, pour les petites entreprises en particulier, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et d'après différents économistes ont considéré que cette réforme également a contribué à cette baisse de la croissance. Merci Lorraine. Il y a une série de questions qui touchent plus disons, au domaine du social. D'accord ? Je vais juste vous lire certains d'entre eux et ensuite voir qui parmi mes collègues souhaite répondre. Donc, dans certaines de ces questions, vous avez déjà les réponses parce que la session toute entière était sur ces questions. En quoi le système de caste influait sur l'économie de l'Inde ? Je pense que notamment Guillaume et Jules ont déjà passé pas mal de temps pour expliquer cela. Voilà, donc je ne vais pas repasser la parole sur ça parce que en principe, on a déjà développé les réponses. Pourquoi pourcentage de Dalits, basse caste, Brahman dans la population générale? Je ne sais pas si tu avais monté les tableaux, mais ce type de données est très largement répandu. Si vous allez 2 minutes sur Google, vous allez trouver les pourcentages de ce type. Donc, ce n'est pas vraiment difficile de les trouver, je peux vous le dire. Mais est-ce que tu veux dire en 30 secondes, parce que tu as quand même pas mal de trucs dans ta tête, je peux le dire aussi. Oui. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne recense plus la population sur la base de la caste. Il y a 2 types de catégories qui sont comptabilisées, c'est ce qu'on appelle les schedule castes, les castes répertoriées qui bénéficient donc des mesures de discrimination positives, donc qui sont en fait les castes traditionnellement considérées comme intouchables. Et on estime leur poids. Et les scheduled tribes, et donc on estime leur poids à 17% environ, entre 15 et 17% pour les scheduled castes et 10% pour les Adivasi. 11, 12, oui. Voilà. 28 en tout, à peu donc près. Après, on a les OBC, qui représentent donc les Other Backward Classes, donc on n'a pas le détail de leur caste. Chiffre OBC, c'était quelque part dans tes chiffres. C'est plus de 25%, mais ça varie beaucoup d'un État à l'autre. Et donc après, on a ce qu'on appelle les forward castes, les castes
supérieures, qui sont toutes les autres castes qui ne rentrent pas dans ces catégories. Par contre, on a des estimations de la population des brahmanes en s'appuyant sur le dernier recensement des Britanniques qui avait été mené en 1931 et où la population brahmane, donc il n'y a pas une caste brahmane, il y a des centaines de différentes castes brahmanes, mais qui représentent environ 5%, je ne sais plus, ou 2%. Je n'ai plus les chiffres en tête parce que là, j'ai en tout cas 10-12. 10-12, c'est l'ensemble des castes supérieures, donc en prenant en compte les Rajputs, les Brahmanes et les hautes castes marchandes. Et on a eu un recensement de 2011 qui prenait en compte la caste. À nouveau, ça a été réintroduit, ça a été l'objet de grands débats, un peu comme les débats sur les statistiques ethniques en France. Mais donc les résultats de ce recensement restent aujourd'hui secrets et le gouvernement ne les a pas rendus publics, ne les a pas partagés avec les chercheurs. OK. Il y a deux questions assez embêtantes, donc je souhaite les prendre. Peut-on parler du système politique d'apartheid pour l'Inde? Quelle part a la religion dans l'économie indienne? Bon, Jules ou Guillaume, vous êtes partant pour dire quelques mots au moins, une piste de réflexion? Alors, sur l'apartheid, je pense qu'on ne peut pas parler d'apartheid au sens où il n'y a pas une politique étatique de discrimination active contre les castes. Il n'y a pas un choix de l'État de s'attaquer à certaines sous-catégories de la population. Donc en ce sens, on ne peut absolument pas parler d'apartheid en Inde. À moins qu'un de mes collègues... Si je peux rajouter juste une chose. On a souvent tendance en fait à calquer un prisme ethnique sur la caste, qui à mon avis est une grosse erreur, parce qu'en fait la caste, il faut voir que c'est des groupes qui sont interreliés, c'est un système en fait, hein. Donc c'est pas du tout comme une division ethnique où il n'y aurait pas de relation entre les castes, ça serait complètement inexact de penser ça. C'est vraiment un système où il y a quand même des relations codifiées, mais des relations quand même entre les castes, donc je pense que ça c'est un point qui est important. OK. Et je peux rajouter quelque chose de complémentaire. Il y a une dizaine ou une douzaine d'années, le groupe des Intouchables, les Dalits dont Jules a parlé, dans un grand colloque sur le racisme, je pense en partie co-organisé par les Nations Unies en Afrique du Sud, voulait introduire le caste comme un système institutionnalisé de racisme, mais disons le poids de l'Inde au sein des Nations Unies, etc., ont fait que le gouvernement indien a réussi à bloquer l'introduction de ce type de débat. Je pense que tu l'as soulevé quelque part dans quelque chose que tu as publié. Oui, voilà. En fait, et donc voilà, donc ça, ce n'est pas arrivé là, mais bien évidemment, sur le plan académique, rien ne nous empêche de faire des comparaisons des systèmes d'exclusion. Voilà, c'est ce que je dirais. Ouais. Non, sur la question de l'apartheid, en tout cas, ça soulève cette question de l'unicité ou non de cette catégorie qu'est la caste. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans le monde ou est-ce que c'est propre à l'Inde? D'où le fait de s'interroger si on peut faire une comparaison avec l'Afrique du Sud, avec l'apartheid. Évidemment, comme l'a bien souligné Guilhem, c'est deux systèmes différents. Par contre, la caste, ce n'est pas forcément quelque chose d'unique, propre à l'Inde. Je pense que les recherches sur l'Inde se sont un petit peu enfermées dans cette idée que l'Inde est tellement unique qu'il faudrait développer des outils de connaissance qui lui seraient propres et qui ne seraient pas applicables ailleurs. En fait, la discrimination de caste, par bien des côtés, et là je suis peut-être un petit peu en désaccord avec ma collègue, par bien des côtés, elle rappelle le fonctionnement de la discrimination raciale, de la discrimination ethnique, et elle peut s'apparenter, comme pour employer l'expression de Charles Tilly, un socio-historien très connu, qui parle d'inégalité durable. Je pense que la caste est une catégorie qui produit des inégalités durables sur le même mode que la race ou que l'ethnie. Et la race et l'ethnie, on ne la pense pas de manière isolée. L'ethnicité, l'assignation raciale, c'est aussi pris dans un système relationnel. Et je pense qu'on gagnerait à penser un petit peu plus la caste, qui certes a pris une forme unique, mais
en regard avec d'autres formes de discrimination. Tu souhaites dire quelque chose très rapidement sur la question sur la religion, Guillaume, ou pas? Sur le lien entre économie et religion, discrimination. Non, là-dessus. Si c'est trop vaste, je peux laisser tomber. Je pense que oui, effectivement, j'aurais peut-être pas. En fait, je souhaiterais d'abord rebondir sur le point de Jules. Donc, comme on est aux Journées de l'économie, alors je vais faire un peu la promotion de l'économie, parce que j'aurais tendance à dire le contraire de Jules en termes de comment les chercheurs en économie ont considéré la caste. J'aurais tendance à dire que les économistes ont eu tendance à considérer la caste un peu trop en dehors du système de caste et uniquement comme un système de discrimination type, on va dire, racisme, où il y a deux groupes qui ne veulent pas coexister, mais qui ne se considèrent pas forcément comme hiérarchisés. Et l'économie a vraiment porté très fort cette dimension-là, et c'est que relativement récemment qu'arrive on va dire une intégration de la sociologie du système de caste dans les approches économiques sur la caste. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce point. C'est peut-être une différence de perspective des économistes versus les sociologues. Je suis d'accord absolument à 100% avec Guilhem qu'on a eu tendance à répliquer ce qu'on savait, ce qu'on avait calculé, des indicateurs qu'on avait calculés sur l'Afrique, sur des divisions ethniques à la caste, sans prendre en compte le fait que les relations intercastes ne sont pas des relations interethniques telles qu'on peut les trouver en Afrique. Et effectivement, on a un peu trop négligé ce contexte de caste. Mais ça, c'est le mea culpa des économistes, peut-être. Les économistes qui se sont intéressés à la caste que depuis très récemment. Oui, c'est déjà pas mal. Mais sur la question de l'apartheid, parce que le terme a été qui est un prétexte pour parler d'autre chose, si risque d'apartheid il y a en Inde, elle se situe bien sur la question religieuse. Dans le sens où aujourd'hui, on a un gouvernement, le gouvernement Modi, qui promeut l'idée d'une nation hindoue, qui construit ses politiques autour de la mise en place de la pureté de la nation. C'est vraiment le type de rhétorique qui est employé, et qui met en place des politiques extrêmement discriminatoires contre les musulmans. Alors là, on a la question du Cachemire aujourd'hui, dont l'autonomie a été révoquée, avec des milliers d'opposants politiques qui sont mis en prison. On ne sait d'ailleurs pas toujours où ils sont détenus, sans réels motifs légaux. Donc l'état de droit a été suspendu aujourd'hui au Cachemire. Et deuxièmement, on a une loi de réforme de la nationalité qui est en cours. Et on a 2 millions de personnes musulmanes en Assam qui ont été privées, déchues de leur nationalité indienne, mais comme ils n'ont pas d'autre nationalité, on est en train de construire des camps dans lesquels ces personnes sont enfermées. Et le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, pense à appliquer ce type de mesures dans d'autres États du pays et est en train de préparer une réforme de la nationalité. Donc, si risque il y a d'apartheid, ce n'est pas encore le cas, mais c'est plus autour de la question religieuse qu'autour de la caste que cela existe. Merci. Je vais juste prendre encore une question dans la liste ici. Et voilà, donc il faut qu'on termine et passe à la conclusion en 5 minutes. Une croissance verte est-elle possible en Inde? Je vais peut-être ouvrir le bal. Je vais dire oui, pourquoi pas. Bien évidemment, dans le contexte de l'accord de Paris et tout ce qui existe, il y a tout le temps des déclarations politiques, et notamment par le Premier ministre Modi lui-même qui va dans ce sens. Les actions sont plutôt dans le domaine des États, dans cette tension entre centralisation et décentralisation, comme expliquait Lorraine plusieurs fois. Donc, il y a des politiques qui sont mises en œuvre, mais qui sont contredites par d'autres politiques qui vont vers plus de consommation. Vous savez, Delhi est en ce moment la ville la plus polluée du monde, sans doute. Donc, il y a différentes politiques en contradiction et aussi l'État central n'a peut-être pas l'ensemble des moyens pour harmoniser tout ça, pour avoir une politique verte sur le plan national ou une croissance verte sur le plan national. Donc, c'est dans ce qui est possible, mais moi, je dirais qu'on est encore 30 ans avant de voir ça comme une politique nationale bien établie, etc. Voilà, donc c'est ma réflexion. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Lorraine? Non, pas tellement.
Je pense que tu as raison de dire que ça va se jouer plutôt au niveau des États. Enfin, il peut y avoir des grandes déclarations au niveau de New Delhi, mais effectivement, ça serait plutôt dans les États. Et puis, je veux dire, même, je ne sais pas si on peut parler de pouvoir, enfin, de l'énergie nucléaire comme étant vert, hein, mais je cite cet exemple-là parce que l'Inde essaie de diversifier ses sources d'énergie, et un des problèmes auxquels il est confronté, c'est des manifestations, des protestations de la part de la population qui n'a pas confiance et qui a peur des accidents. Bon, il y a des projets qui sont vraiment arrêtés depuis des années pour cette raison-là. Voilà. OK, merci. Je vais prendre une autre question ici. Deux autres. Un redressement de la répartition de richesses est-il envisageable en Inde? Je vais vous dire, bon, en venant dans le train, plusieurs d'entre nous, et c'était pas en coordination, on a vu ça en parlant avec nous-mêmes, étaient en train de lire le dernier bouquin de Piketty dans le train, Capital et idéologie. Et il a un chapitre et demi consacré à l'Inde et ce problème de répartition de richesses dans le contexte indien, mais aussi partout dans le monde. Et il utilise plusieurs de choses qui ont été dites, et ils sont très modestes, donc il ne va pas vous dire ça par eux-mêmes, mais Guillaume et Jules ont aidé la réflexion de Piketty sur ces questions, et notamment sur le contexte indien, ils sont cités dans l'ouvrage. Donc voilà, donc, la réflexion globale, je vous conseille vraiment de lire ces chapitres et demi de Piketty, chapitre 8 et un autre chapitre plus tard, où il attaque l'ensemble de ces questions, y compris dans la dimension caste, etc., mais en liant bien évidemment à d'autres questions plus larges de la contexte international. Et il essaye de dire aussi comment le cas indien permet une réflexion plus large sur ces questions. Voilà. Donc c'est ce que je vous dirais. Et il y a une autre question aussi qui m'interpelle. Bon, il y a beaucoup de questions qui m'interpellent, y compris une question très intéressante sur la cuisine indienne. Je suis le seul d'origine indienne sur ce panel, donc j'aurais pu vous dire des choses là-dessus, mais je vais désister. Oui, il y a une question sur le commerce extérieur. Quelles sont les relations que l'Inde entretient avec l'extérieur au niveau commerce, c'est-à-dire au niveau importation, exportation, échange? Quelqu'un souhaite l'attaquer? Bon, je peux dire deux mots, mais... OK. Oui, donc d'abord, en termes des relations commerciales de l'Inde, un des plus gros partenaires et aussi concurrents de l'Inde, c'est la Chine, avec qui il a un déficit commercial énorme, un peu comme pas mal de pays occidentaux, d'accord? Mais néanmoins, bien évidemment, à partir de ce fameux tournant de 91-92, et plusieurs d'entre nous, ce tournant libéral de l'Inde, ont travaillé là-dessus, il y a bien évidemment une ouverture de l'économie indienne qui reste une constante. En 2008, juste après la crise financière, l'Inde a surfé relativement bien cette période de crise, notamment parce que l'économie était encore protégée par rapport à une influence trop forte de l'extérieur. Maintenant, l'économie indienne est beaucoup plus vulnérable à ce qui se passe ailleurs, et ça se reflète aussi dans le taux de croissance. C'est une question qu'on n'a pas soulevée. Donc voilà, donc dans le taux de croissance et sur le plan mondial, c'est bien évidemment ces questions influent sur la croissance indienne, et ce que je peux vous dire, qu'il y a énormément de travaux là-dessus, donc voilà, que vous pouvez trouver très facilement. Vas-y. Juste un mot sur l'actualité. C'était juste hier que la presse indienne a raconté que le gouvernement indien a décidé de ne pas signer un accord de libre-échange avec d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, et la Chine, et la Corée du Sud, et le Japon. Enfin, ça allait être donc le bloc le plus gros d'échange du monde. Et l'Inde, un peu à la dernière minute, a décidé de ne pas signer sous pression des entreprises indiennes qui avaient peur de la concurrence, notamment de la Chine. Donc je pense que ça en dit long sur cette position un peu vulnérable de l'Inde actuellement. Merci Laure. Okay, je vais prendre une question qui est revenue deux fois, donc manifestement il y a des gens qui s'intéressent. C'est une question très technique qui fait partie des grands débats de 5 derniers actuels. Qu'est-ce que c'est le GST, le GST? OK, je vais vous dire en deux mots. C'est le Goods and Service Tax. C'est un nouveau taxe sur le commerce de biens et de services qui s'est introduit en Inde pour homogénéiser une centaine de taxes locaux, municipaux, etc., qui existaient.
L'idée était une très bonne idée qui existait depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, que beaucoup d'États ont résisté parce qu'ils auraient perdu des parties importantes de revenus, mais les problèmes de mise en œuvre de cette réforme étaient extraordinaire, était énorme, et donc ceci a créé beaucoup de problèmes et a aussi conduit à un freinage de la croissance de l'économie indienne, en plus de la question de ce qu'on appelle la démonétisation, c'est-à-dire quand il y a un peu plus d'une année, quand de jour au lendemain, il y a des billets de roupies, 500 et 1000 roupies qui ont été abolis, disons, de jour au lendemain, et qui a conduit vraiment à une grande disruption dans l'économie indienne. Bon, c'est une question auquel on ne va pas entrer 2 minutes avant la fin, mais c'était largement discuté. Donc, je vais conclure. Juste sur le GST, ouais. Une des raisons derrière cette réforme, c'était la tentative d'unifier économiquement le territoire indien, qui, comme tu l'as dit, était fragmenté, mais tel point que parfois certaines entreprises, quand elles devaient faire passer des marchandises du Gujarat jusqu'au Tamil Nadu, préféraient les faire transiter par Dubaï pour qu'elles arrivent ensuite directement au Tamil Nadu, parce qu'autrement, à chaque État franchi, il y avait des nouvelles taxes qui pouvaient être levées. Donc l'idée, elle était plutôt bonne, mais effectivement, ça a été mis en place de manière complètement catastrophique. Donc, pour conclure, je vais vous dire que je ne vais pas essayer de faire de conclusion globale. On a soulevé une palette de questions que j'avais déjà énumérées au début, donc je ne vais pas les énumérer encore une deuxième fois. Vous avez vu, et je pense que mes collègues ont vraiment essayé de le démontrer dans des délais relativement court, la profondité et la complexité des problèmes économiques qui ont des dimensions sociales, politiques, fédérales extrêmement fortes. La dimension fédérale de l'Inde est aussi une dimension qu'il faut étudier en comparaison avec d'autres grands pays fédéraux du monde, y compris des pays développés. Et en plus, je pense que toute la complexité des questions sociales de très longtemps était très très forte. Et je constate à partir des questions qu'il y avait des questions de type différent, sans doute, j'aperçois maintenant qu'il y avait sans doute des lycéens ou des jeunes, donc beaucoup de questions des gens qui sont en train de découvrir quelque chose sur l'économie indienne, des questions donc qui souhaitent comprendre, des questions beaucoup plus réfléchies de ceux qui savent pas mal de choses sur l'Inde. Donc, en tout cas, c'est très intéressant pour nous qui travaillons, certains qui sont spécialistes de l'Inde, d'autres qui travaillent au moins une bonne partie de leur temps, de voir cet intérêt, et ça nous encourage, dans le contexte des journées de l'économie, de demander qu'il y ait d'autres sessions de ce type, élargies aussi à d'autres questions. Donc, je vous remercie. Et est-ce que quelque chose à ajouter de la part de mes collègues? Je vous remercie. Merci beaucoup.